son nom est synonyme de blues. Sa musique a fait de lui l'une des figures les plus emblématiques de son genre. Il est désormais une légende. Et pourtant, très peu de choses sont connues sur Robert Johnson, 29 chansons, 2 photographies authentifiées et des centaines de questions sans réponse. La vie de Johnson, son histoire et son art restent enveloppés de mystères à ce jour, mais sa musique résonne auprès de millions de personnes. Cependant, Johnson n'a pas toujours été un musicien brillant. Il était en réalité jugé peu talentueux, même à ses débuts dans la vingtaine. Apparemment, il s'est rapidement amélioré à la guitare. À tel point qu'une légende est née selon laquelle Johnson aurait vendu son âme au diable pour devenir un maître de la guitare. Johnson est décédé dans des circonstances mystérieuses à l'âge de 27 ans, donnant naissance à l'infâme Club des 27 et ajoutant encore une énigme à son histoire déjà confuse. Robert est né le 8 mai 1911 de Julia Dodds et Noah Johnson à Hazelhurst, Mississippi. Sa mère avait déjà eu 10 enfants avec son mari Charles, mais Robert est né hors mariage, illégitimement, et avait un père qu'il n'a probablement jamais rencontré ni à qui il n'a jamais parlé. Charles, propriétaire terrien prospère, dut déménager à Memphis après une dispute avec des lyncheurs, et Robert le rejoignit jusqu'à ses 8 ou 9 ans. À cet âge, il est revenu au Mississippi vivre avec sa mère et son beau-père, Dusty Willis. Adolescent, Robert s'est intéressé à la musique et a exploré divers aspects. Il a appris les bases de la guitare auprès de l'un de ses frères et il était reconnu comme un talentueux joueur d'harmonica. On peut également supposer qu'il écrivait des chansons et chantait à cette époque. Mais cela ne plaisait pas à son beau-père, qui voulait qu'il travaille dans les champs de la plantation. Ce conflit a poussé Robert, encore adolescent, à chercher sa liberté et son indépendance. Tout commença à ses 19 ans. Il épousa Virginia Travis, 16 ans le 17 février 1929. Malheureusement, elle mourut un an plus tard en accouchant. Robert était maintenant un veuf de 20 ans avec un beau-père qu'il n'aimait pas, un père qu'il n'avait jamais rencontré et une épouse qui venait de décéder. Et n'oublions pas qu'il était un homme afro-américain vivant dans le Sud au début du XXe siècle. En gros, Robert a eu une enfance difficile, et sa vie d'adulte ne s'annonçait pas très bien non plus. À ce stade boudeux, tout ce que Robert avait vraiment, c'était sa musique. C'est à cette époque que l'icône légendaire du blues, Son House, a déménagé dans une ville proche de celle où vivait Robert. Tout à coup, un Robert Johnson, perdu et impressionnable, écoutait l'un des plus grands artistes de blues de sa génération jouer en direct chaque semaine au juke joint local. À ce moment-là, Robert avait quelques compétences musicales, mais c'était principalement à l'harmonica mentionné précédemment, donc il n'était pas considéré comme assez talentueux pour jouer dans ces établissements. Mais pendant les pauses, Johnson demandait s'ils pouvaient jouer de leur guitare. Dans l'une des interviews les plus célèbres jamais accordées à propos de Robert Johnson, Son House déclare qu'il était terrible et qu'on lui demandait souvent d'arrêter de jouer. Il me suivait, moi et Willie, le soir, oui, Willie Brown. Chaque fois que nous nous arrêtions pour nous reposer. Je disais, tu sais, prends la guitare et essaie d'en jouer. Et je faisais juste du bruit pour les gens, tu vois. Et les gens sortaient et disaient, pourquoi certains d'entre vous n'iraient pas voir ce garçon? Posez-moi ça, il nous rend fous. Johnson était peut-être dans le bon environnement pour observer la musique qu'il voulait jouer, mais à cause de son manque de ressources et des moqueries dont il était victime lorsqu'il essayait de jouer, il était dans le mauvais environnement pour apprendre. C'est peut-être pourquoi il est sa partie. Remarié en 1931, il a quand même voyagé dans le Sud environ 1 an. Cette période confuse est à l'origine de nombreux mythes autour de Johnson. Certaines personnes ont supposé qu'il était parti pour essayer de retrouver son père biologique, tandis que d'autres pensaient qu'il se concentrait exclusivement sur l'amélioration de son art. Mais l'autre théorie, et étrangement la plus populaire, est que Robert Johnson aurait passé un pacte avec le diable. La légende dit que Robert Johnson est allé à un carrefour avec sa guitare avant minuit. Il a joué, puis le diable est apparu,
a accordé sa guitare, joué un morceau et la lui a rendue. Ce pacte a marqué le tournant de Johnson, devenu maître de la guitare après avoir vendu son âme au diable. Son âme était condamnée à l'enfer et une mort précoce l'attendait. Les gens pensent cela à cause de Liddell Johnson qui, en 1971, a affirmé que c'était ainsi qu'on vendait son âme et que son frère Tommy l'avait vraiment fait. Aucun lien n'existait entre Tommy et Robert, mais cela n'a pas empêché l'histoire d'être associée à Robert. Du moins, c'est ainsi que l'histoire est racontée. Cette histoire improbable illustre à quel point les progrès de Johnson ont été rapides et impressionnants. Le public ne pouvait justifier ses talents qu'en inventant une histoire folle, montrant ainsi l'exceptionnalité de Robert Johnson. Presque sûr, entre 1930 et 1932, un événement a transformé Johnson, d'un musicien maladroit à l'un des plus grands guitaristes. Lorsqu'il est revenu jouer pour Son House, plus personne ne lui disait d'arrêter. Il était tellement bon que, quand il a terminé, nous étions tous bouche bée. Johnson a emmené ses nouveaux talents en tournée avec Johnny Shines, perfectionnant encore son art. Mais il n'avait toujours rien enregistré et ses talents étaient gâchés. Nous étions au milieu des années 30 et sa deuxième femme était décédée. Johnson était déterminé à enregistrer et à se faire un nom. Il a rencontré Ash C. Spears, employé du label ARC. En novembre 1936, Johnson enregistre la première de ses près de 30 chansons en studio. Il enregistrerait sans cesse jusqu'à l'été 1937. Il gagnait bien sa vie ainsi et avait une petite base de fans fidèles, mais Johnson restait loin d'être célèbre. Sa musique avait quelques nuances sombres. Des chansons comme Moi et le Diable Blues, Si j'avais le pouvoir au jour du jugement, Chien de l'enfer sur ma piste, et bien sûr Blues du Carrefour. Des thèmes sombres comme l'enfer, le diable et la mort étaient très présents dans sa musique, et cela n'a fait qu'alimenter davantage son image déjà sombre. C'était courant dans le blues. Ces thèmes étaient typiques du genre, mais on soulignait les paroles sombres de Johnson pour appuyer le récit, alors que des centaines d'autres artistes faisaient pareil, Estamparatolis faisait pareil. Quoi qu'il en soit, les enregistrements étaient terminés, et malheureusement, cela constituerait toute la discographie de Johnson, car 1 an plus tard, il mourrait. Le 16 août 1938, Robert Johnson, 27 ans, a été retrouvé mort. On sait très peu de choses sur les détails de sa disparition prématurée. En fait, la date réelle de sa mort n'a été découverte que 30 ans plus tard, lorsque le journaliste musical Gayle Dean Wardlow a retrouvé son certificat de décès. Aucune cause de décès n'a été précisée, donc nous n'avons pas eu de réponse, mais il y a des théories. La première théorie, qui est la plus plausible et la plus ennuyeuse, c'est que Robert est mort de la syphilis non traitée qu'il avait héritée de l'un de ses parents. Ce problème touchait souvent les familles à faible revenu, et il est possible que Johnson en ait souffert. Si vous ne l'avez pas compris, rien n'est jamais totalement noir ou blanc avec Robert Johnson. Comme vous vous en doutez, une autre théorie affirme que Johnson aurait été assassiné. Johnson se produisait depuis quelques semaines dans une danse campagnarde à seulement 15 miles de l'endroit où il a été retrouvé. Il aurait, selon les rumeurs, flirté avec une femme mariée lors de ces danses. Son mari a offert un verre à Robert, mais Sonny Boy Williamson, musicien et ami de Johnson, a renversé le verre et lui a dit qu'il était risqué d'accepter des boissons d'inconnus. Johnson, en colère contre Williamson, accepta un second verre offert par le mari et le but. Williamson a écrit un récit à ce sujet et il était une figure très respectée de la communauté blues, ayant une association confirmée avec Johnson, donc il est tout à fait possible qu'il disait la vérité. Que Johnson ait vraiment été empoisonné est une autre histoire. Cependant, Robert McCormack, un chercheur de blues réputé, a affirmé qu'il avait retrouvé l'homme qui a tué Johnson et qu'il avait même obtenu des aveux de sa part. Il a refusé de donner le nom ou de publier les aveux, ce qui paraît étrange. Si vous étiez un chercheur de blues et que vous découvriez qui a tué l'une des plus grandes icônes du genre, il serait très étrange de ne pas divulguer cette information. Mais ces récits et déclarations ont rendu cette deuxième théorie plus crédible, et beaucoup de gens la croient vraie. Quoi qu'il en soit, le résultat final était le même. Johnson est décédé à l'âge de 27 ans avec très peu de réponses sur ce qui s'est passé, concluant sa vie déjà folle par une fin incroyablement malheureuse et prématurée, mais morbide et appropriée pour un personnage aussi mystérieux et intéressant. Certains de ses amis, associés et pairs ne découvriraient sa mort que plus tard, en le cherchant et apprenant par le bouche à d'oreille qu'il était parti.
Il semblait que Johnson allait sombrer dans l'oubli. Pendant 20 ans après sa mort, il demeura peu connu dans la musique, jusqu'à ce que Columbia Records publie en 1961 l'album King of the Delta Blues Singers, qui rencontra un grand succès et fit découvrir Johnson à un large public. Il fut largement considéré comme l'un des plus grands albums de tous les temps, et il consacra Johnson comme une légende du blues. Il fut enfin reconnu, et même s'il n'a pas pu profiter des fruits de son travail, le monde pouvait apprécier son œuvre et admirer sa grandeur. Son rêve de devenir l'un des plus grands artistes de blues s'est enfin réalisé. Robert Johnson n'a sans doute pas vendu son âme au diable, mais il l'a offerte au blues. On pourrait dire que ce que Johnson a réussi à accomplir durant sa courte vie est l'un des plus grands exploits jamais réalisés par un musicien. Sa courte discographie a révolutionné le blues, influencé des centaines de musiciens célèbres et continue d'inspirer aujourd'hui. Il a gagné un Grammy en 1990 pour le meilleur album historique. Crossroad Blues a rejoint le Grammy Hall of Fame 8 ans après et il est entré au Rock and Roll Hall of Fame en 1986. Il a été cité comme une influence par des artistes tels que Mick Jagger, Fleetwood Mac, Bob Dylan et Eric Clapton. Il a qu'un tweet, il a accompli tout cela en très peu de temps, avec une vie aussi difficile que n'importe quelle autre. Il a tout surmonté et persévéré pour devenir l'une des icônes les plus importantes de la musique. Il est difficile de différencier réalité et fiction avec cet homme. Les inexactitudes historiques, les théories du complot et le manque flagrant de documentation substantielle rendent son histoire confuse, mais une chose est certaine, Robert Johnson était une légende.